Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le Niger est plongé dans une situation d'urgence à cause des exactions des groupes terroristes commises dans les pays voisins. Le nombre de réfugiés et de déplacés internes ne cesse d'augmenter. Ils sont désormais plus de 450 000. La Tunisie table sur un taux de croissance de son économie de 4% en 2021. Une croissance positive malgré les difficultés causées par la pandémie de Covid-19, mais plusieurs facteurs pourraient entraver la réalisation de cette prévision. Et une légende du football nous a quittés ce mercredi 25 novembre. L'ancien attaquant argentin Diego Maradona s'en est allé à l'âge de 60 ans. Suite à une crise cardiaque, nous reviendrons sur les grands moments de son parcours qui a suscité de nombreuses vocations sur le continent africain. Mais tout d'abord, les urnes ont enfin livré leur verdict au Burkina Faso. La Commission électorale nationale indépendante a publié ce jeudi 26 novembre les résultats tant attendus de l'élection présidentielle du 22 novembre. Les résultats provisoires donnent le président sortant, Roch-Marc Christian Kaboré, vainqueur dès le premier tour avec 57,87% des suffrages. Une victoire qui doit encore être validée par la Cour constitutionnelle et qui place le chef de l'État sortant loin devant les opposants. Edi Komboigo, crédité de 15,48% et Zéphirin Diabré, crédité de 12,46%. Les résultats des législatives qui se sont tenues à la même date devraient être publiés dans les prochains jours. Notons que la CENI a annoncé un taux de participation de 50,79% à ce suffrage. Le Niger compte près d'un demi-million de déplacés internes et de réfugiés selon l'ONU. La majorité d'entre eux proviennent du Nigeria, du Mali et du Burkina Faso. Tous tentent de sauver leur vie face à la détérioration de la situation sécuritaire dans la région. Les autorités nigériennes doivent donc mener de front plusieurs actions, à savoir la politique d'asile et la sécurité. Le point avec Philomène Tiné. Le gouvernement du Niger, aux côtés des autres gouvernements des pays du G5 Sahel, s'est engagé à appuyer les activités de protection et les solutions pour renforcer le soutien aux réfugiés vivant dans la région en signant la déclaration de Bamako en octobre 2019. Le Niger abrite près de 450 000 réfugiés nigérians, maliens et burkinabés et déplacés internes chassés par les violences djihadistes ou des bandes armées selon l'Organisation des Nations Unies. Le début du mandat du président Mamadi Soufou a coïncidé avec le déclenchement de la crise en Libye, avec le départ de la révolution libyenne, Muammar Kadhafi. Et on imagine les dégâts collatéraux d'une telle instabilité politique en Libye, avec l'insurrection dans le nord du Mali. Donc depuis lors, j'ai une crise humanitaire due à l'afflux des réfugiés essentiellement venus du nord du Mali et également des réfugiés venant des pays côtiers, notamment la Côte d'Ivoire, le Togo, qui sont en transit vers l'Algérie et pour négocier un passage vers l'Europe. Fin 2019, le HCR, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le gouvernement nigérien ont fermé et délocalisé 2 camps de réfugiés dans l'ouest du pays. Une décision motivée par la détérioration de la situation sécuritaire selon les autorités nigériennes. Celles-ci soupçonnent ces camps d'abriter des terroristes et leurs complices. Donc évidemment aujourd'hui qu'avec les tensions budgétaires et également la crise sécuritaire, le Niger a fait de nombreux efforts. Il est donc évident qu'aujourd'hui, si le Niger n'est pas accompagné par la communauté internationale pour pouvoir faire face à ces défis humanitaires, nous risquons d'assister à un désastre évidemment humanitaire dans les mois qui viennent. Le gouvernement du Niger et le HCR ne cessent d'accélérer leurs efforts face à la menace des violences qui augmentent de jour en jour dans le pays. Ils fournissent une assistance aux personnes, mais aussi réfléchissent à des solutions à plus long terme pour que les réfugiés et déplacés puissent rapidement vivre de manière plus indépendante.
Un taux de croissance de 4% pour l'économie, c'est le chiffre attendu par la Tunisie en 2021. Une croissance faible mais positive après une année 2020 difficile marquée par la pandémie de Covid-19. Mais certains facteurs pourraient entraver ces prévisions tels que la dépréciation de la monnaie locale ou encore les fluctuations des prix du pétrole. Les explications de Siamlo Victoria Sidji. À l'issue d'une séance tenue ce mardi au Parlement, le ministre tunisien de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement, Ali Kouli, a déclaré que le taux de croissance du produit intérieur brut prévu pour l'année 2021 devrait croître de 4%. D'après lui, des indicateurs disponibles prouvent que l'amortissement de l'impact de la pandémie du Covid-19 pourrait relancer la croissance. Rappelons qu'après 2 années de rebond, la croissance du PIB réel était redescendue à 1,5% en 2019. Les 4% annoncés montrent que le gouvernement qui essaie de piloter l'économie au mieux possible n'arrive pas à trouver la voie pour créer encore plus de richesse nationale. Et deuxièmement, on ne sait même plus maintenant quelles sont les mesures qu'il faut prendre immédiatement, d'urgence, qu'il faut prendre aussi pour le moyen et long terme. Les investissements devraient gagner 17% et les exportations 10%. Le déficit courant de la Tunisie devrait se situer à 8% avec un taux d'inflation avoisinant 5%. Toutefois, la dépréciation de la monnaie locale, le dinar tunisien, ainsi que les fluctuations des cours du baril de pétrole sont capables d'anéantir les pronostics. La Banque centrale a des relations avec différents organismes internationaux, comme la Banque mondiale, comme le Fonds monétaire international, avec lequel elle est en train de négocier encore un énième plan. Mais ces plans-là, tant que la Tunisie ne montre pas à elle-même d'abord et aux autres qu'elle est capable de créer de la richesse réelle, tant pis pour le tourisme, personne ne va compter sur le tourisme actuellement. Jusqu'à 2021, l'exécutif tunisien compte stimuler les investissements et renforcer l'attractivité du pays, surtout au plan du tourisme qui contribue pour 8 à 14% du PIB. Plus affecté par le Covid-19, le secteur a vu ses revenus diminuer de près de 50% de janvier à juillet 2020, d'après des statistiques officielles. L'avenir semble prometteur pour le port en eau profonde de Kribi au Cameroun. L'infrastructure a passé le cap des 1000 escales le 18 novembre 2020. Après plus de 2 ans d'exploitation, cette escale symbolique a été suivie d'une cérémonie dans ce port autonome construit en 2016 dans le sud du Cameroun. Plus de détails avec Joël Maribalo. Cameroun, l'activité commerciale du port en eau profonde de Kribi est en hausse. Le chiffre d'exploitation du service d'escale Asie-Côte Ouest africaine indique 295 escales en 2018, première année d'exploitation du port de Kribi. 331 escales en 2019 et aujourd'hui 1000 escales commerciales enregistrées en 2020, ce qui marque une véritable croissance en moins de 3 ans de l'activité d'exploitation de ces structures portuaires. Si en moins de 3 ans d'exploitation, on parvient quand même à enregistrer 1000 navires dans cet environnement hyper concurrentiel, c'est dire que le potentiel est indéniable. Les prévisions restent prometteuses, ce qui a d'ailleurs motivé les travaux d'extension en cours pour avoir 7000 mètres de linéaire de quai en plus, une meilleure capacité de stockage et des équipements supplémentaires. Pour l'autorité portuaire, cette 1000e escale renseigne non seulement sur l'accroissement de l'activité commerciale, mais aussi sur le renforcement du dynamisme des différents acteurs dans le domaine du transport maritime international. Le port de Kribi est un port en eau profonde qui doit donner des services concurrentiels particuliers et attractifs aux navires. Ce n'est pas seulement le nombre d'escales, mais c'est au-delà du nombre d'escales, c'est beaucoup plus au niveau du volume des transactions et du volume de la manutention du port. Donc, il y a encore beaucoup d'infrastructures d'accompagnement qu'il faut rendre opérationnelles pour optimiser les recettes, pour optimiser la rentabilité du port de Kribi. En Afrique centrale, Kribi est reconnu comme le port pivot pour le développement commercial maritime. Avec cette structure, le Cameroun consolide son ambition dans la mise en place d'une plateforme portuaire et logistique incontournable dans la sous-région.
Le Burkina Faso va procéder le 29 novembre au paiement des intérêts semestriels de l'obligation dénommée TPBF 6,50% 2013-2020. Celle-ci arrive à échéance et s'élève à plus de 12,5 milliards de francs CFA, soit près de 18 millions d'euros. Nathalie Mo. Le Burkina Faso va s'acquitter de sa dette pour le compte de l'obligation TPBF 6,50% 2013-2020. Le Trésor public burkinabé va procéder au remboursement des intérêts semestriels de son emprunt obligataire d'une valeur de 12,555 milliards de francs CFA le 29 novembre 2020. Cet emprunt était destiné au financement du projet du pôle agro-industriel de Bagré et d'un projet d'électrification rurale. À mon sens, les obligations ne sont pas très indiquées pour le financement des infrastructures. Or, au Burkina, comme partout ailleurs en Afrique, on n'a pas fait le procès seulement au Burkina. On continue encore à lever les emprunts obligataires pour les mettre essentiellement pour les affecter au financement des infrastructures. C'est très inadapté. C'est dû au fait que ces gens n'ont pas la possibilité de battre monnaie. Pour assurer un remboursement à terme de l'obligation TPBF 6,50% 2013-2020, le Burkina Faso a ouvert un compte séquestre dans les livres de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Ce mécanisme de remboursement sécurisé a été régulièrement approvisionné pour répondre aux différentes échéances de paiement des intérêts et du principal de l'emprunt. Si vous ouvrez un compte séquestre pour assurer, pour garantir le remboursement d'un emprunt obligataire, tout ce que ce compte peut recevoir ne sera affecté essentiellement qu'au remboursement de cet emprunt obligataire. Donc c'est une sécurité, c'est une garantie. La levée de l'obligation TPBF 6,50% du Burkina Faso du 10 octobre au 14 novembre 2013 s'était couronnée de succès. En effet, l'appel public à l'épargne pour un montant de 55 milliards de francs CFA avait été souscrit à 221%. Les investisseurs de l'Union monétaire ouest-africaine avaient été rassurés par la viabilité de la dette du Burkina Faso, classée à l'époque dans la catégorie des pays à risque de surendettement modéré à long terme. Dans le reste de l'actualité, les deux finalistes de la Ligue des champions de football sont désormais connus. La finale du 27 novembre opposera le Zamalek au club Al-Ahli à Alexandrie en Égypte. Une finale inédite 100% égyptienne pour succéder à l'actuel tenant du titre, le AS Tunis. Rappelons que la Coupe d'Afrique des clubs champions a été créée en 1964 et que la compétition se déroule sous forme de confrontation en match aller-retour jusqu'à la phase finale. Le club d'Al-Ahli part avec l'avantage d'avoir remporté 8 fois cette compétition. Son talent a dépassé les frontières pour se propager sur tous les continents. Tout le monde a déjà entendu parler de lui, amateur de football ou non. L'ancien footballeur argentin Diego Maradona est décédé ce mercredi 25 novembre à l'âge de 60 ans. Plus de 20 ans après avoir raccroché les crampons, son nom reste indélébile dans l'histoire du ballon rond. Retour sur son parcours avec José Douglas. La Coupe du Monde organisée en 1990 en Italie restera dans la mémoire de plusieurs Camerounais, joueurs et supporters. Deux équipes étaient qualifiées pour la CAF, il s'agissait de l'Égypte et du Cameroun. Le Cameroun était dans le groupe de la Roumanie, l'Union soviétique, mais aussi de l'Argentine, avec son génie Diego Maradona qui avait déjà 30 ans. Mais reste un joueur impressionnant. Le 8 juin, en match d'ouverture de ce mondial, les Lions indomptables ne se sont pas fait de complexe et ont battu l'Argentine 1-0. But marqué à la 67e minute par François Oman Biik devant plus de 73 000 personnes. Un match arbitré par le Français Michel Vautreau. François Oman Biik se souvient encore. Je suis triste. Nous venons de perdre l'un des meilleurs joueurs du monde. Je l'ai côtoyé une seule fois lors du match d'ouverture en Coupe du Monde. Il m'a paru quelqu'un d'aimable. C'était un réel plaisir de rencontrer un tel joueur et de le battre. Les Argentins alignaient une belle équipe avec leur numéro 10 qui nous a quittés. Quant au Cameroun, Thomas Nkono, dans les buts, Joseph-Antoine Bell était le remplaçant des gardiens. Mais ce fut un match compliqué aussi pour certains joueurs des Lions indomptables, surtout les défenseurs qui avaient sur leur route Diego Maradona. Il était inarrêtable, balle au pied. Il était très technique. Même physiquement, de par sa petite taille, il fallait être très costaud pour le contrer. Je pense que Ndip Hakem, Benjamin Massing et les autres ont beaucoup souffert pendant ce match.
L'Argentine qui pleure son idole, champion du monde en 1986, joueur de Barcelone puis de Naples, ancien numéro 10, Pibe de Oro, le gosse en or, fut son surnom. L'ami de Fidel Castro et Hugo Chavez, il a grandi dans le bidonville de Buenos Aires. Maradona décédé ce mercredi 25 novembre d'une crise cardiaque à son domicile, quelques jours après avoir fêté ses 60 ans. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.